La journée d'hier a été pleine de contenu, de travail qui se sont développés de la meilleure des façons. Ça a été donc une journée très utile avec des ateliers sur les expériences, des speakers corners et des tables rondes où nous avons pu connaître tout ce que vous faites, tout votre travail. Alors, pour que cette seconde journée soit également couronnée de succès, je voudrais vous rappeler qu'il est très important d'être ponctuel pour chacune des activités prévues, étant donné que notre programme est fort chargé et fort intéressant d'ailleurs pour tout un chacun. Nous allons passer tout de suite à la première de nos activités d'aujourd'hui, à savoir le dialogue sur la créativité et l'inclusion. C'est une conversation modérée par le Dr Francesc Torralba, membre du comité scientifique du Congrès, docteur en philosophie par l'Université de Barcelone et directeur d'anthologie à la faculté d'anthologie de Catalogne. Allez-y. Bon dia a tothom. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour en toutes les langues. Vous êtes les bienvenus à cette table ronde et je vais essayer de présenter brièvement le pourquoi de cette table ronde, précisément, son sens. Nous sommes accompagnés ici par des experts particulièrement aptes à nous aider dans la réflexion d'aujourd'hui. Le thème, c'est la créativité et l'inclusion. Comment faire en sorte que l'inclusion des divers groupes dans la société qui sont les plus vulnérables de cette société et comment créer des stratégies visant à développer les talents créatifs de tous les citoyens d'une société qui prétend être une société éducatrice. Je suis accompagnée ici par 3 personnes que je ne vous présenterai pas en détail. Vous avez leur curriculum vitae dans vos documents. Elles connaissent à fond cette thématique pour divers motifs. Je vous les présenterai donc très brièvement et je formulerai une question à laquelle ils répondront ou elles répondront d'une manière ou d'une autre par la suite. Et finalement, je tirerai les conclusions de leur allocution. Nous avons tout d'abord Madame Guiamoura qui nous vient du Portugal et parmi ses nombreuses activités, elle est directrice stratège et penseur critique et surtout, elle dirige la biennale Experimental Design à Lisbonne. Et nous sommes très heureux de la voir ici avec nous. Je vous présente aussi à ma gauche le professeur Josep Maria Coll, professeur de la Maastricht School of Management qui voyage beaucoup dans le monde. Il a une longue expérience internationale. Il est également directeur d'un bureau en Corée et habituellement il parle en anglais, mais je crois qu'il va nous parler en catalan. Puis nous avons le professeur Rafael Pérez Colón, c'est le directeur mondial de Microsoft Corporation. Il a donc une longue expérience des relations entre les TIC et nos modèles de citoyenneté corporative. Donc ce sont 3 profils très différents qui nous viennent de 3 coins du monde différents et qui nous accompagneront dans ces réflexions. Alors, cette première question que je formulerai, et donc nous allons tout d'abord la poser au professeur Coll. Les sociologues constatent, et nous le voyons manifestement, que nous vivons dans une société qualifiée comme une société en réseau, numérique, une networking society. Et autour de cette table, nous allons voir comment on peut promouvoir ces processus par le biais de ces technologies de l'information auxquelles nous participons tous et par lesquelles nous grandissons, nous croissons, nous consommons, nous avons des relations entre nous, nous vendons, nous achetons. Alors, comment faire la somme de tout cela pour une inclusion au travers donc des technologies pour tous ceux qui vivent dans la ville et tous les collectifs des diverses villes du monde? Professeur Josep Maria Coll a donc la parole et nous le remercions d'être là. Bonjour et merci. Nous débutons donc cette deuxième journée du Congrès. Et pour cette question qui est posée, je crois qu'il y a 2 abords dont j'aimerais parler. Tout d'abord, il y a le thème de l'accessibilité
car si les réseaux, la société numérique d'aujourd'hui ouvre beaucoup d'opportunités, des opportunités pour l'égalité aussi, il y a un effet qu'on appelle un coût d'entrée très élevé pour les sociétés qui l'adoptent. Et ce sont donc des sociétés où les niveaux de développement sont très élevés également. Il faut donc faire une distinction entre l'accès, tout d'abord, et ce qui est ensuite l'usage, l'utilisation. Alors, dans des plateformes comme celle des Nations Unies ou de l'Union européenne, on parle donc d'accès aux technologies, ce qui est un grand progrès. Donc, on a l'opportunité d'avoir accès aux technologies, mais il faut savoir comment les utiliser. Et là, ce qui est important, c'est la formation, les connaissances, les aptitudes d'une part, et puis comment transférer ces aptitudes avec une bonne motivation, parce que tout cela doit revenir à l'intention, à l'intérêt de la société. Il est donc intéressant de voir quelles sont les pratiques que l'on peut détecter et qui correspondent à un certain niveau de développement. Il y a par exemple un phénomène essentiel qui est à la mode actuellement dans les médias, parce que même ici en Catalogne, on a créé une plateforme de cours massifs en ligne, les MOOCs, Massive Open Courses. C'est un exemple là d'accès à cette société de l'information qui démocratise cet accès, donc par la création de plateformes les plus connues. C'est donc une initiative qui est née aux États-Unis et la moitié de ces utilisateurs se trouvent dans des pays en voie de développement. C'est donc un point intéressant à souligner. Donc, il y a une pratique sociale dans les pays hautement industrialisés comme la Corée du Sud, qui est le pays le plus connecté du monde. Et on parle là de téléphonie mobile intelligente. On lance en Corée actuellement le gouvernement 3.0. Et là, il y a le cas d'une personne qui s'est suicidée parce qu'elle se trouvait à risque d'exclusion sociale de par sa pauvreté. Et cette personne, en fait, avait le droit de recevoir des compensations économiques du gouvernement. Ceci donc a mis sur le tapis un débat très intéressant donc en Corée, et il a été décidé de lancer une plateforme spéciale qui combine des activités d'action offline, donc hors connexion, pour ces personnes qui sont en risque d'exclusion et qui n'ont pas la capacité, qui n'ont pas les conditions de pouvoir qu'ils peuvent profiter de ces aides publiques. Donc, on a numérisé leur profil et il y a là donc des cours de formation pour ces personnes qui leur permettent de faire un suivi en ligne. Donc, c'est un élément de politique publique qui est en train de porter ses premiers fruits. Et si le temps me le permet, j'aimerais parler des Fat Labs, c'est-à-dire ces laboratoires urbains qui sont installés pour démocratiser précisément ce qu'on appelle le 3D. On commercialise ensuite les produits qui en résultent et il y a plus de 350 laboratoires urbains qui sont connectés entre eux en réseau dans le monde. Il s'agit de nouveaux designs ouverts qui peuvent être partagés avec des citoyens d'autres villes. Ce sont donc des espaces publics où on peut passer de concepteurs à concepteurs numériques. Et tout ça va avoir une influence sur tout le tissu productif de la société. Finalement, je voudrais faire un autre commentaire, à savoir que, par exemple, dans des pays en voie de développement où l'accès à la société numérique est plus difficile, il y a également des initiatives qui sont basées sur des modèles de commerce différents, comme c'est le cas à Bangladesh, à Dhaka, où une partie de la Grameen Bank, qui est bien connue, créée par Mr. Yunus, en 1997 déjà, une compagnie de téléphonie mobile
a participé à une démocratisation de l'accès à la téléphonie mobile. Il y a eu un accord qui a été passé avec une entreprise norvégienne. Et quant au financement, étant donné qu'on a un retour sur investissement très lent, les accords ont été bilatéraux. Donc, il y a un partenariat associatif, une sorte. Donc, les ONG, les fondations privées qui travaillent au tissu associatif, productif, et une de leurs missions, c'est d'encourager précisément l'éducation au travers des TIC, des nouvelles technologies. Et cela permet de partager des stratégies de valeur, minimiser les coûts et que ce soit malgré tout rentable, quand bien même le retour sur investissement est lent. Je vous remercie, José María. Raphaël, vous avez la parole. Muchas gracias, Frances. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Hier, aujourd'hui et demain également, on a parlé de plusieurs questions, de plusieurs thèmes qui nous ont fait réfléchir à un certain nombre de choses. Pourquoi parlons-nous, par exemple, d'inclusion avec un réel potentiel de faire parvenir l'information, la connaissance, l'éducation à tout le monde dans tous les endroits du monde, avec une intensité qui n'aurait jamais été possible auparavant. Bon, il y a longtemps, cette société de l'information nous faisait penser à des scénarios d'avenir, mais nous y sommes maintenant et il y a beaucoup de choses possibles. Moi, je n'ai qu'un mot pour décrire le moment actuel au niveau de l'impact que nous pouvons avoir dans la vie des personnes grâce aux nouvelles technologies. C'est, à mon avis, inimaginable. Ce que nous pouvons faire est inimaginable. Il y a 10 ans, il y a eu la grande découverte d'Internet et nous avons été pionniers, mais nous avons été très, très en deçà de ce que le monde de Internet ouvrait comme possibilité. Et donc aujourd'hui, je n'ai qu'une expression, c'est inimaginable. Et je peux baser ça sur 4 ou 5 tendances qui semblent très claires. Premier événement considérable qui est l'utilisation des clouds, qui donne une capacité d'opération d'ordinateur infinie et qui n'était qu'à la disposition de grandes entreprises, de gouvernements, etc. Et donc, ce travail en cloud, c'est quelque chose qui permet des quantités d'informations, un montant, un flux d'informations qui n'est même pas concevable. Et donc ça, c'est une des façons de pouvoir comprendre les possibilités que nous donne Internet maintenant et également comment toutes ces portes s'ouvrent pour l'inclusion. Ensuite, il y a le téléphone mobile, portable, qui se développe dans les pays en développement, en particulier d'une façon exponentielle. Moi, j'ai eu une expérience il y a quelques années dans un pays, dans une ville du centre du Brésil, des personnes qui circulaient à cheval, qui lavaient leur linge à la rivière, mais la dame sur le cheval et celle qui était en train de laver son linge sur les pierres de la rivière, eh bien, elles avaient un portable, un téléphone portable. Aujourd'hui, avec la diminution des coûts et les nouveaux modèles de marché qui permettent que
Certains téléphones sont plus puissants que beaucoup d'ordinateurs que nous avions il y a quelques années. Nous permet de nous connecter avec tout ce qu'il y a dans le monde. Le troisième élément, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont le troisième élément de la grande transformation qui permet que les gens entrent en contact par intérêt mutuel, et c'est une façon de participer, de prendre des décisions, de réfléchir ensemble. Et ces réseaux sociaux dans le monde numérique prend des décisions, crée des marchés, fait tomber des gouvernements, lance de nouvelles tendances. Tout ça, c'est possible grâce aux réseaux sociaux. La quatrième tendance, c'est le monde des dispositifs, des senseurs, des détecteurs qui créent une quantité d'informations que nous pouvons appeler comme le big data et qui enregistrent en temps réel tout ce qui se passe. Ce sont les 4 éléments des nouvelles technologies qui font que, effectivement, nous sommes à un niveau de potentiel inimaginable d'inclusion, de participation, de compétitivité dans le développement social et dans l'éducation. Hasta ahí en esta parte y luego en las próximas profundizamos más. Voilà, pour l'instant, je vais en rester là. Hola, buenos días a todos. Me gustaría muchísimo hablar español, pero quiero... Bonjour, j'aimerais beaucoup parler espagnol, mais je ne contrôle pas entièrement la langue, donc je vais parler en portugais qui va être traduit. Donc, par coïncidence, j'étais la semaine dernière dans une conférence organisée par IBM, pas par Microsoft, mais par IBM, sur les villes de l'avenir. Et le thème principal était comment notre contrôle actuel des questions numériques pouvait servir pour projeter les villes de l'avenir. Et ce que Raphaël vient de dire est tout à fait vrai. Nous sommes dans un moment extraordinaire du point de vue des compétences et des connaissances dans le numérique. Au niveau social, nous avons atteint un niveau extrêmement élevé, avec un très, très grand potentiel, et qui va nous donner des outils pour l'avenir qui sont très intéressants. Pour moi, ce qui est plus important ici, c'est de voir comment l'inclusion sociale peut être intégrée ici. Nos sociétés sont extrêmement asymétriques. Il y a des très, très grandes asymétries au niveau de l'éducation, au niveau économique, au niveau même de tranche d'âge. L'Europe est un excellent exemple de cela. Comment développer l'inclusion sociale, qui est absolument fondamentale? Nous ne pouvons pas laisser qu'une partie de la société se développe avec ses outils et le reste reste à la traîne. Donc, comment développer l'inclusion sociale grâce à l'univers numérique? Et l'un des grands avantages de cet univers, pour moi, par rapport à ce qui a été fait dans les siècles précédents, c'est que ce que nous projetions auparavant était très rigide. Les supports étaient en 3 dimensions, les maisons, les rues, les villes, tout ceci. Tout ça, c'est très rigide. L'univers numérique est entièrement opposé. Il a une flexibilité, une rapidité extraordinaire. Et donc, pour la première fois, nous avons un outil extrêmement rapide, extrêmement flexible et tout à fait transformable et adaptable et qui réagit aux nouvelles questions très vite. Alors, comment faire parvenir ces nouveaux outils à tout le monde, sachant que la courbe d'apprentissage n'est pas immédiate? Et il y a aussi un problème économique. Tout le monde n'a pas la capacité économique pour avoir accès à ce que j'ai entre mes mains et à ce que les nouvelles technologies nous donnent. Nous savons qu'il y a des propositions presque de guérilla qui trouvent des solutions accessibles aux consommateurs
Mais le fait est que ces deux questions sont fondamentales et c'est là où les villes peuvent avoir un rôle très important parce que les élus municipaux, les décideurs politiques ont un rôle fondamental parce qu'ils peuvent créer des systèmes qui seraient disponibles aux gens qui habitent dans les villes et qui seraient donc plus accessibles. Et créer ainsi des systèmes d'apprentissage pour les citoyens. Sans ces deux éléments, l'évolution sera toujours asymétrique et très injuste. Et donc, l'inclusion sociale n'arrivera pas. L'autre défi très important à mon avis, et c'est plutôt dans mon secteur qui est celui du design, c'est comment projeter ces nouveaux objets qui font partie de notre vie. Ce dessin, cette conception est fondamentale parce que projeter un objet pour quelqu'un qui a 20 ans est une chose. Mais projeter quelque chose qui va être utilisé par quelqu'un qui a 20 ans, quelqu'un qui en a 80 et quelqu'un qui en a 5, c'est une chose complètement différente. Donc, le potentiel transversal au niveau économique et social est énorme, bien entendu, mais il faut faire un travail de élaboration, de conception d'objets qui soient intégrables par tout le monde. Cette perspective est, disons, un peu un complément de ce que mes deux collègues ont dit. Mais la question de l'inclusion va effectivement plus loin que ce que nous pensons habituellement. Merci. Gracias. Je vous remercie. Je vais maintenant essayer de formuler la seconde question. Et cette question a à voir précisément à ce qui vient d'être dit, à savoir que c'est quelque chose que nous constatons dans toutes les grandes villes du monde, à savoir l'inégalité, l'exclusion, l'identification de groupes économiquement vulnérables qui ne disposent pas de ce qui est minimalement nécessaire pour pouvoir se développer leur talent. Alors, la question que je voudrais maintenant formuler pour la table ronde est celle-ci. Quel type de stratégie, de politique, d'idées devraient-elles être développées pour que ces collectifs qui habituellement sont exclus, sont objets de marginalisation dans les sociétés, puissent se développer, puissent également explorer et développer tout leur talent créatif. Parce que sinon, il est bien évident que, outre l'injustice que cela produirait, on perdrait un énorme potentiel qui se trouve précisément dans ces cités parce que nous n'aurions pas fait cet effort de développement de ces pratiques, de ces politiques permettant de développer ces talents potentiels qui existent et qui parfois sont de véritables masses de personnes dans nos mégapoles actuels dans le monde et qu'il faut pouvoir capitaliser sur ces talents. Je crois qu'il faut bien cerner le concept. Comment se fait ce développement et quels sont en fait les outils à utiliser. Il y aura, dans ce que je vais dire, deux moments qui m'ont fort marqué. En Asie, tout d'abord, lors de ce qu'on appelle une retraite de 2 jours dans un monastère bouddhiste, j'ai vu comment le chemin de la libération de la souffrance, mais pas comme souffrance physique, mais plutôt comme insatisfaction que l'on ressent simplement en étant vivant. Et ça m'a fait réfléchir profondément, parce que précisément dans ces populations exclues, ces populations qui aujourd'hui nous amènent à parler d'inclusion, c'est ce dont elles souffrent le plus. Et donc, il s'agit d'utiliser les talents créatifs, l'art en fait, pour arriver, pour se retrouver sur le chemin de la création de ces collectifs. Et deuxièmement, et c'est autre chose qui m'a fort impressionné, qui m'a illuminé en quelque sorte,
C'était un projet de recherche de l'université de Dodoma, qui est la capitale administrative du pays, de Tanzanie, dans une zone très aride, où il ne pleut pratiquement jamais. Il y a de grands problèmes d'accès à l'eau et par conséquent beaucoup de pauvreté. Eh bien là, il y avait 72 ONG qui travaillaient de concert avec le gouvernement pour inclure ces populations par des programmes d'éducation, de santé publique, de développement de l'esprit d'entreprise. Et donc, il y avait un problème de communication entre ces gens qui allaient sur le terrain résoudre les problèmes et la population autochtone. Et on a vu que l'art sert à développer la communication et l'esprit créatif. Et on a utilisé là-bas des techniques théâtrales pour parler d'un problème qui existait, un problème quotidien d'accès à l'eau, d'accès à l'information d'ailleurs, au réseau par exemple, à la technologie donc, problème de demande de microcrédit, parce qu'en fait, la terre là-bas n'a pratiquement pas de valeur, donc on ne peut pas l'utiliser comme garantie. Et c'était donc une série de motifs ayant une forte charge émotive qui fait que, en général, les gens n'aiment pas parler de ce genre de choses. Et on utilisait ces techniques pour parler de diverses solutions, de programmes politiques qui avaient été conçus, etc. Et cela m'a fait penser, réfléchir, et j'ai pensé que tout cela pouvait être appliqué ailleurs, et pas seulement dans les pays d'extrême pauvreté, des pays en voie de développement, mais dans des pays où précisément, développés d'ailleurs, où il y a des poches de pauvreté. Utiliser tout cela pour entrer en communication avec ces collectifs qui ont une vie totalement différente de la nôtre. Merci beaucoup. Raphaël, vous avez la parole. Muchísimas gracias por interesante. Merci de cette question très intéressante. C'est vrai que les villes grandissent en permanence. Les gens continuent d'affluer aux villes. Et ce défi, pour ce qui est de la participation, l'inclusion, la démocratisation de l'accès à l'information, à l'art, à la créativité, est un débat urgent parce que le mouvement est impossible à freiner. Ces nouvelles technologies permettent un nouvel écosystème qui intègre des choses que nous ne pouvions pas faire auparavant. Alors, quelles sont les stratégies qui nous permettent d'accélérer cette voie et de faire bénéficier à tous de ceci? Dans le secteur privé et les entreprises, moi personnellement, je suis très fier du travail fait à Microsoft. Nous avons compris que l'avenir des entreprises va de pair avec le développement du potentiel offert aux gens dans leur vie. S'ils ne sentent pas une amélioration de leur qualité de vie et de leur utilisation des nouvelles technologies, nous ne servirions à rien. Et donc, il est important que ce que nous fassions ait une conséquence positive dans la vie des gens. À Microsoft, nous avons considéré que la croissance de notre entreprise se trouvait dans les économies émergentes et dans toutes ces générations qui entrent dans le monde numérique. La technologie mobile, la technologie cloud et puis les services au gouvernement, aux entreprises, les universités, les PME, etc. etc. Et là, le mot-clé, du point de vue stratégique, le concept fondamental que nous avons développé en tant qu'entreprise pour que nous puissions coopérer, collaborer, et l'idée d'alliance. Dans notre cas,
L'autre modèle est celui des alliances avec d'autres entreprises technologiques où il y a un travail d'entreprise à faire. Ce sont des milliers d'entreprises qui développent des solutions de logiciels de façon à faire arriver des solutions auprès des gens, auprès des entreprises et également des alliances avec des organismes qui travaillent dans le tissu social comme les NGO par exemple. Les ONG, pardon. Certaines ONG ont droit à des logiciels gratuits, ce qui fait que les endroits plus éloignés, les endroits où les groupes plus isolés aient la possibilité de bénéficier de ceci aussi. Si nous voulons utiliser ce capital, il faut faire cela pour que les gens qui participent au processus puissent être capables de le faire. Si nous ne leur donnons pas les instruments pour le faire, ça ne marchera pas. Et donc, au niveau de l'éducation, tous nos produits de base sont disponibles en cloud, comme le logiciel très connu Office, qui est disponible gratuitement dans la technologie cloud. Et donc, voilà, ce sont des grands pas qui sont faits. Et les jeunes, nous travaillons en alliance avec des banques de développement, avec les Nations Unies, avec les gouvernements, avec des ONG, discutant de la question de l'employabilité des jeunes. Et nous avons une force que nous pouvons leur donner. Alors, comment identifier ces jeunes et travailler avec eux, ces jeunes qui sont à risque, et de façon à participer dans l'économie numérique? Nous avons énormément d'exemples de projets lancés avec les gouvernements. Des groupes de femmes isolées, par exemple, qui lancent des programmes de micro-entreprises, des projets avec la Grameen Bank, par exemple, des projets de microfinance, des gens qui commencent une petite entreprise en utilisant des technologies qui sont celles dont je parlais tout à l'heure. Des personnes handicapées, par exemple, qui habituellement sont laissées à la marge de tous ces processus, participent également. La question des langues régionales, par exemple. Les plateformes technologiques doivent être produites dans toutes les langues. Tiens, l'Espagne, c'est un excellent cas. Nous avons tous nos logiciels fait pour toutes les langues de l'Espagne et d'ailleurs du monde entier. Il faut que cet accès soit garanti parce qu'il est essentiel pour l'avenir des gens et pour l'avenir des entreprises. Dans le cas de Microsoft, je pense que nous l'avons parfaitement compris. Nous sommes très fiers du travail que nous avons fait, mais nous avons conscience que le panorama a changé de façon radicale ces dernières années. Et que beaucoup de ces choses que nous avons appris et développées la décennie précédente sont peut-être applicables encore aujourd'hui dans beaucoup d'endroits, mais nous sommes dans un niveau différent maintenant à certains endroits, comme par exemple à Barcelone, qui a adopté une stratégie de ville intelligente où l'on pose la question de la créativité et de l'attraction des gens plus créatifs. Ça, c'est un défi qui est nouveau. Et il faut être à la hauteur de ce défi. Merci. Para mí este es un tema absolutamente fundamental. Pour moi, c'est essentiel. La question de la créativité, de la culture, de l'art, les possibilités de développement de la société. Maintenant, je reviens au portugais. Effectivement, c'est une question essentielle lorsque nous pensons aux villes éducatrices. Pour moi, c'est l'un des vecteurs lorsque l'on pense à la fonction d'une ville comme plateforme d'éducation. Ce que Joseph disait tout à l'heure,
en donnant 2 exemples hors de l'Europe, ne sert qu'à prouver ce que nous savions déjà, qui est que du point de vue humain, la composante artistique et de créativité sont fondamentales. Et elle est utilisée dans toutes les cultures. La grande question qui nous rappelle la plateforme européenne et ce rapport entre la plateforme européenne et le reste du monde, et les villes du reste du monde, c'est justement que la question de l'art et de la créativité participe de façon remarquable à la création de points de contact et de compréhension mutuelle. Effectivement, aujourd'hui, nous vivons dans une société globale qui communique, comme nous le savons, de façon très rapide. Et comment nous comprenons et comment nous comprenons les autres dans cette société-là. L'art et la créativité, en particulier tous les éléments liés à la culture, ont des versants des qualités de rapprochement entre personnes qui n'existent nulle part ailleurs. Et donc, ceci pour le rapprochement vu en tant que tel, mais également pour tout ce qui est des corollaires de l'éducation et de la culture. Donc, toutes les villes qui ont des problèmes sociaux graves, hors des villes où il y a des problèmes de ce type également, chaque fois que l'on utilise la créativité et la culture, les choses se passent beaucoup mieux, de façon beaucoup plus fluide. Et donc, nous avons à notre disposition quelque chose qui est aussi important que l'investissement dans les nouvelles technologies. Si nous faisions le même effort pour les questions de culture et de créativité, nous aurions le même genre de résultat. Nous avons passé beaucoup d'années à développer du logiciel. Et maintenant, lorsque nous passons au software, au logiciel, nous n'avons pas encore fait tout ce qu'il fallait faire. Les sociétés qui veulent vraiment inclure doivent investir dans la création de ces espaces qui sont des espaces qui permettent, qui projettent cette créativité. Je ne pense pas que nous devions encore étudier, analyser et théoriser. Nous savons que les choses sont telles que je suis en train de les dire. Il faut se servir de cette connaissance. Nous savons comment appliquer la créativité, l'art, etc. dans des questions comme le vieillissement, la mobilité, mais l'industrie même dans les villes. À chaque fois que nous mettons la composante créative et culturelle et artistique dans quelque processus que ce soit, et les choses se passent mieux. Et donc, il faut ajouter à tous ces outils dont nous parlons, celui de la culture et de la créativité. C'est une dimension du XXIe siècle, une dimension transversale. Elle n'est pas plus importante en Asie qu'en Europe, au Brésil, qu'en Australie. C'est pareil partout. Et donc, c'est effectivement quelque chose qui est commun à tous les êtres humains. Et donc, à mon avis, toute ville, tout collectif qui utilise ces éléments pour son développement se trouvera déjà en avance par rapport aux autres. Merci. Et maintenant, nous passons à la troisième question. Et en fait, il s'agit d'un dilemme qui se pose souvent aux autorités éducatives de diverses villes. Dilemme, donc. D'une part, il faut absolument inclure tous les collectifs. C'est un impératif, indépendamment de leur situation, du niveau de vulnérabilité, etc. Et ceci est directement relié au droit universel à l'éducation et au devoir qu'ont particulièrement les gouvernements d'inclure toutes les personnes pouvant développer leur talent. Par ailleurs, il y a un contexte de compétitivité très intense qui fait en sorte que très souvent cette inclusion universelle est vue comme impossible et le fait d'arriver à un niveau maximum d'excellence éducative. Si nous aspirons à atteindre ce niveau maximal d'excellence
éducative tant à l'école qu'à l'université, nous devrons nécessairement inclure d'emblée les groupes, les personnes qui ont plus de difficultés à développer leur talent ou tout simplement d'être intégrés dans la sphère scolaire. Ce qui mène souvent à une exclusion d'emblée et souvent on les empêche d'arriver à cette excellence maximale. Donc il s'agit de savoir comment on peut garantir que l'inclusion soit universelle, que tous et toutes aient accès au meilleur niveau éducatif, mais en même temps que cette inclusion ne signifie pas un rabaissement du niveau d'excellence, de qualité auquel ces institutions peuvent et doivent aspirer. Parce que sinon, si nous ne veillons pas à ce que ces exclus d'emblée n'arrivent pas à ce niveau d'excellence, il s'agirait d'une véritable crucifixion. Et donc, il faut, entre exclusion et excellence, comment faire et faire en sorte que ces deux éléments puissent se fondre, ne soient pas comme de l'eau et de l'huile. Dans l'eau, l'huile remonte au-dessus parce qu'elle a un poids différent. Donc, comment faire pour essayer de rendre possible cette inclusion tout en aspirant au niveau maximaux d'excellence éducative? C'est bien sûr la quadrature du cercle que cette question. Et je voudrais y répondre tout d'abord en apportant une certaine perspective. Il y a à peine 200 ans, il y avait en fait 0% d'alphabétisme dans la société, alors qu'aujourd'hui, les derniers chiffres tournent autour de 83% d'alphabétisation. En 200 ans environ, l'inclusion, en tout cas en termes d'accès à l'éducation, s'est faite à cet égard. Maintenant, dans cette nouvelle ère numérique, la nouvelle société partout présente, en fait, du point de vue des techniques de l'information, c'est un peu comme la comparaison du clou et du marteau. Je pense que tout cela représente d'énormes opportunités, capacités d'inclusion. Par ailleurs, la technologie, peu accessible ou inaccessible pour certains collectifs, peut faire s'élargir la différence qui peut exister entre divers groupes humains ou collectifs. Et cette excellence que l'on poursuit comporte un risque de discrimination et donc d'élargissement de la distance entre les groupes. Alors à cela, il faut appliquer un paradigme. En dehors du modèle éducatif que l'on applique à nos écoles et à nos universités, j'aimerais souligner que ce dilemme est enraciné en fait à partir de la révolution industrielle. Au moment où sont apparus des groupes de production qui nous prouvent que lorsque les nécessités, les besoins économiques ne sont pas tous bien couverts, il y a distance entre les groupes. Et donc, notre monde actuel est une bonne opportunité d'expression possible de la créativité, mais il ne faut pas oublier, et il y a là-dessus d'importantes recherches qui se font actuellement. Daniel Kahneman, prix Nobel, travaille en ce sens, à savoir que les personnes qui peuvent développer leur talent au maximum pour atteindre un niveau d'excellence très élevé, ces personnes sont heureuses, sont plus heureuses, ont un meilleur niveau de bien-être et ceci a des répercussions au niveau économique. Et donc, le paradigme est bidirectionnel. Arriver
à des niveaux maximaux d'inclusion et de développement des talents et d'excellence ne peut se faire que lorsque l'on conçoit des pratiques et des politiques et des modèles éducatifs dont le but est de maximiser les talents. Nous avons des indicateurs très puissants à cet égard et d'ailleurs la Vox Populi de ce qui est du développement nous montre que nos indicateurs, comme on l'a vu dans celui de PISA, dans l'étude PISA, qu'il y a en fait deux modèles qui s'opposent l'un à l'autre. En Finlande, nous avons le talent créatif plus personnalisé qui est cultivé en fonction des capacités de chacun. Et par contre, il y a l'autre modèle où on favorise le modèle de la répétition, le modèle classique. Et ceci correspond à des modèles culturels différents. Quand le rapport PISA parle de la logique cognitive comme facteur de développement de la personne et comment on peut utiliser cet indicateur, un indicateur comme celui du PIB pour évaluer le niveau de bien-être des pays, lorsque nous nous centrons sur ce type-là de système, il est très difficile d'aspirer à atteindre des niveaux d'excellence. Merci, José María. Raphaël, je vous rends la parole. Y excelencia. L'inclusion et l'excellence. C'est vraiment l'idéal. Moi, ce qui m'a surpris vraiment lorsque j'ai commencé à travailler dans Microsoft, une multinationale, il y a 17 ans, moi je travaillais dans les universités et pour les gouvernements. Et on pensait que dans les universités, on savait tout, on avait la réponse à tout. Et les gouvernements décidaient de tout, en bénéfice des gens. Et je suis arrivé à l'entreprise et je me suis rendu compte que la phrase, l'une des phrases les plus courantes, c'était « Nous ne le comprenons pas, nous ne savons pas comment le faire ». Et donc la réalité, c'est qu'avec le temps, j'ai compris qu'il n'y a pas grand-chose que nous comprenions de toutes ces choses. Et nous sommes donc dans un moment où ce qui est plus fréquent, c'est des questions. Nous avons beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, et il faut continuer à apprendre, à essayer, à tester des options. Du point de vue de cette nouvelle plateforme des nouvelles technologies, ce nouveau tissu virtuel, numérique, qui est le fondement de notre nouvelle société, j'aimerais souligner ceci. D'une part, le développement numérique à tous les niveaux de la société. L'éducation à distance, les MOOCs qui existent, et d'autres possibilités auxquelles on ne pense même pas. Le texte va être remplacé par la vidéo, par exemple. Tout ceci modifie l'environnement à une vitesse incroyable. Et puis il y a question de la sécurité, qui est un défi pour notre société d'aujourd'hui. Pas seulement la sécurité du point de vue du terrorisme physique, mais il y a le terrorisme informatique. Il faut pouvoir se sentir en sécurité dans la société numérique. C'est fondamental. Les mécanismes existent, les technologies existent, il faut savoir les utiliser correctement. Les gens doivent savoir comment utiliser Internet, comment utiliser les services en ligne de façon sûre. C'est essentiel. Et puis ensuite, on en finit toujours par arriver par quelque chose qui s'applique à toutes les sociétés, qui est la question de l'éthique sociale. L'éthique des gens, l'éthique des institutions.
Et donc, nous en sommes à un moment où le débat sur l'éthique est à nouveau actuel. Tout ce processus de la base vers le sommet qui nous oblige à transformer la prise de décision. Aujourd'hui, nous parlons de bonne gouvernance partout. Les méthodes de gouvernance sont différentes maintenant dans toutes les sociétés. Les gens veulent participer dans le processus de gouvernance, dans la prise de décision, et c'est possible de les faire participer. Nous avons également toutes ces questions de innovation, comment l'innovation, comment la créativité des gens peut avoir des effets sur tous. Par cet effet de bas vers le haut. Nous parlons donc d'innovation sociale. C'est l'un des chapitres les plus fascinants de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. C'est comment les gens discutent, débattent de leurs intérêts, de leurs priorités, de leurs problèmes, comment ils proposent des solutions, comment ils créent des équipes de travail multidisciplinaires, le médecin, le commerçant, tous, ce sont des gens qui, ensemble, trouvent des solutions technologiques. Et ce sont des solutions qui viennent de la base par un processus de créativité, de collaboration et de nouvelles alliances. Et tout ceci se disperse à toute vitesse à un niveau global, parce que nous savons que les gens veulent partager leurs idées, et ceci à une vitesse qui n'était pas prévisible. Et donc, cette idée d'excellence, à mon avis, c'est un processus où nous allons continuer d'évoluer. Nous ne parviendrons jamais au but, il sera toujours devant nous. Parce que lorsque nous parviendrons à ce but où nous penserons que nous serons très proches, le scénario va changer à nouveau. C'est évident. Donc, nous serons toujours derrière. Mais la chose intéressante là-dedans, c'est quand nous regardons derrière nous et nous observons le chemin parcouru, nous voyons que nous avons appris et que la vie des personnes a changé. Pues, quando Francesco me enviou as perguntas, Alors, quand Francesco m'a envoyé les questions, je dois dire que ça, c'était la question la plus difficile. D'abord parce que d'une part parce que cette opposition entre le niveau d'inclusion sociale maximum et le niveau d'excellence maximum devrait être opposé. On le pense, ce n'est pas vrai. Ça ne doit pas être opposé. Et ensuite, c'est quelque chose qui est une aspiration. Ce moment d'inclusion maximale et d'excellence maximale. Ça semble toujours impossible. Ça semble quelque chose que nous n'atteignons jamais. Or, en y réfléchissant un peu mieux, je suis plutôt en train de réfléchir à haute voix. Le droit à l'éducation est un droit universel. Nous avons tous le droit d'avoir accès à l'éducation et toutes les sociétés, tous les systèmes sociaux doivent concevoir un système de base qui donne accès à l'éducation pour tous. Alors évidemment, ceci entre en conflit avec un fait qui est fascinant aussi, qui est le fait que nous sommes tous différents, et parfois très différents. Et donc nous voulons inclure dans l'éducation, et nous sommes très différents les uns des autres. Donc, ce que Joseph disait tout à l'heure, qui est la façon d'évaluer les pays dans leurs résultats au niveau de l'éducation est injuste parce que cette matrice n'est pas correcte. Elle ne suffit pas à évaluer la valeur du système d'éducation et elle donne des résultats qui ne sont pas corrects et qui ne mesurent pas des facteurs fondamentaux dans le système d'éducation. C'est très difficile de créer
un système qui soit suffisant, qui soit adapté à une bonne évaluation. Et c'est difficile d'inclure tout le monde dans ce système. Alors, et bien entendu, nous, en tant que personnes, sommes beaucoup plus proactifs par rapport à notre éducation. Si je peux m'appuyer sur un minimum de systèmes éducatifs, bon, je parle de systèmes qui ont accès à Internet, au numérique. C'est encore seulement une partie, mais ça se développe beaucoup. Je peux adapter l'éducation à ce que je suis. Ce qui donc implique une connaissance de soi beaucoup plus grande que celle à laquelle on était habitué jusqu'à maintenant. Ce type de possibilité va permettre d'arriver à un point où le système éducatif soit inclusif, démocratique et juste, mais qui crée également des espaces individuels afin que ce qui me rend différent des autres soit également complété. Parce que sinon, l'identité finirait par disparaître. Le rapport entre la créativité, le talent, la capacité d'innover sont liés à des dimensions qui sont uniques, qui ont à voir avec des cultures parfois très locales. Donc il y a des éléments de différenciation. Dans un travail d'éducation inclusive, nous ne pouvons pas les mettre de côté, nous ne pouvons pas les éliminer. Parce que habituellement, les systèmes, c'est ce qu'ils font. Ils font une moyenne. Certains font une moyenne qui résulte dans un abaissement du niveau. D'autres font une moyenne pour séparer le bas du haut, etc. Mais en fait, c'est un problème collectif qui va de l'État à la famille. C'est entièrement collectif et doit être pensé de cette façon. C'est la seule façon de le résoudre. Ce qui implique aussi une grande générosité et une grande attention de la part de tous. Merci. Et après cette dernière question et cette dernière réponse, en fait, je pensais à quelque chose qui n'a pas été prévu ici, mais je vais quand même formuler la chose en demandant à mes collègues d'y réfléchir. Nous avons parlé de l'éthique, on a parlé des réseaux, de la sphère digitale, et donc la question à laquelle je pense a trait surtout à la réponse de Raphaël. Beaucoup de théoriciens de l'éthique actuelle défendent ce qu'on appelle l'éthique globale, comme disent les Américains. En allemand, on peut parler de Weltethik au lieu de Global Ethic. Une éthique qui pourrait réglementer partout les contenus de ce qui est véhiculé dans cet univers numérique qui est le nôtre actuellement, où nous communiquons, apprenons, vendons, achetons, etc. Et ceci surtout parce que nous constatons qu'en fait, dans la toile, il y a absolument de tout. Ce qu'il y a de plus beau en littérature, en art, en philosophie, mais aussi tout ce qu'il y a de mesquin, de destructif, de nocif, et qui donc doit être apprécié par tous les peuples, toutes les villes, toutes les personnes. Et je me dis qu'aucun des grands penseurs des 18e, 19e siècle ne s'est demandé comment on peut réglementer, s'il faut réglementer, cet immense univers qui nous englobe tous, du plus petit au plus grand, et où très souvent se créent d'énormes avantages pour ceux qui s'occupent de divers thèmes, mais qui créent aussi des maux terribles du point de vue de ces contenus toxiques précisément, qui sont eux aussi divulgués de façon planétaire.
Et le thème que je voudrais maintenant que nous abordions, si vous voulez bien, et pour moi cette question est très importante, dramatique même, c'est ceci. Est-il possible, est-il recommandable ou pas, et si ça l'est, qui devrait être à la tête de cette réglementation éthique dans l'univers global? Qui voudrait répondre? Comme je suis habituée à répondre en premier lieu, je commencerai donc. Cette réflexion est très intéressante, en fait. Je ne crois pas qu'il y ait une recette applicable à tous, mais j'y ai réfléchi aussi au niveau personnel, d'ailleurs, au niveau du monde de l'entreprise. Et c'est la différence qui existe entre l'éthique et les valeurs. On tente à normaliser l'éthique au niveau global comme un code de comportement. Mais en fait, à long terme, au moment où on veut concevoir des politiques d'inclusion, parce que l'inclusion, pour moi, c'est une valeur. Il s'agit d'aider à la justice sociale et c'est une valeur générale, globale. Mais les valeurs, c'est ce qui est le plus important pour chaque personne. Donc, les valeurs sont quelque chose de personnel également. Si je vois dans mon quartier qu'il y a un édifice qui est en train de brûler et qu'à côté, il y a des enfants qui sont tout seuls, des petits-enfants, eh bien, d'un point de vue éthique, je peux penser que c'est plus important d'avoir 5 enfants sauvés qu'un dans l'autre bâtiment. Donc, il y a tout ce thème des alliances, des collectivités et tout cela dans n'importe quel type d'organisation. C'est à la personne de développer son intelligence spirituelle. Tout cela n'a rien à voir pour moi avec la religion, mais l'intelligence spirituelle, quant au processus de développement de ces valeurs universelles chez tout un chacun, mais aussi chez tout le monde. Et je crois qu'on peut arriver là à développer un code éthique global, mondial. Et sinon, on peut aussi penser à des stratégies parallèles, une sorte de bypass, n'est-ce pas, de façon de faire les choses indirectement. Raphaël? Yo he tenido la suerte de trabajar por el mundo y compartir con... Alors, moi, je parcours le monde, je vois des gens un peu partout, depuis des gens qui sont membres du gouvernement jusqu'à des gens qui travaillent dans les champs. Et ce que je constate, c'est que les gens que je rencontre sont tous pareils. Ils ont tous les mêmes aspirations et les mêmes espoirs. Mais l'histoire de l'humanité nous dit que nous évoluons en permanence, que nous découvrons des difficultés, que nous avons des défis, et puis nous finissons par tout résoudre. Et donc, dans notre société, nous avons cette urgence d'essayer de résoudre des choses à court terme, et qui sont très complexes et qui ne peuvent pas être résolues à court terme. Moi, je reviens à mon travail personnel, le monde des technologies. Ça m'a fait grand plaisir de constater qu'il y a quelques années, les nouvelles technologies aidaient à combattre la corruption. Et la transparence, par exemple, découle de là. Nous avons travaillé avec des gouvernements d'Amérique latine depuis 20 ans et lorsque nous avons découvert comment des nouvelles façons d'utiliser les nouvelles technologies pouvaient combattre directement la corruption. Parce que les règles étaient prédéfinies, l'information était là, et on ne pouvait pas ne pas savoir. Et donc, on s'est retrouvé devant des situations où certaines personnes qui étaient visiblement impliquées dans un système de corruption nous bloquaient dans notre travail.
Et donc, nous disions au gouvernement, écoutez, ça permet de réduire la corruption, ça va vous permettre de gagner beaucoup d'argent ou ne pas en perdre. Et donc, l'un des éléments fondamentaux de cette force, de ce potentiel que la nouvelle économie digitale nous donne, c'est la possibilité de transparence. L'information permettra toujours de savoir, de capter, de comprendre ce qui se passe. Évidemment, il faut créer des mécanismes de protection. Nous sommes toujours en phase d'apprentissage, nous sommes en apprentissage permanent. Mais ces plateformes sont une vraie forteresse. Je pense que nous finirons par réguler les choses. Nous finissons toujours par faire ça. Quand nous ne trouvons pas d'autre solution, nous régulons. Mais puis après, nous finirons par déréguler. Donc c'est un processus d'évolution. Nous y trouvons des nouvelles solutions, des nouvelles situations pour qui on exige une nouvelle solution, et elle nous force à revenir aux bases, qui est la vie commune, la transparence et les sociétés humaines de façon générale. Oui, alors cette question de l'éthique globale que l'Internet pose de façon évidente, puisque l'Internet appartient à tous, c'est vraiment très difficile. À mon point de vue, l'éthique se construit sur deux lignes. L'éducation. Le rôle de l'éducation est absolument fondamental. Nous allons continuer sur base de ce que nous faisons. Et ensuite, moi le mois dernier, j'étais à Medellín, Sofia, Moscou, Bucarest. Et pour des gens comme moi qui vivent au Portugal, à Lisbonne, je n'ai jamais assisté à une guerre. Je ne sais pas ce que c'est une guerre, moi. Je n'ai jamais eu faim. Je n'ai jamais été victime d'une grande catastrophe. Et lorsque nous arrivons à des endroits où c'était pratiquement la vie de tous les jours, la guerre civile, la faim, la corruption, la dictature, etc., ça marque les générations pour toujours. C'est que la valeur de la vie dans un endroit comme l'Angola, par exemple, la valeur de la vérité dans un endroit comme Medellín n'est pas la même là-bas que pour nous. Ils ont une lecture différente. Et donc, ils ont forcément une éthique différente de la nôtre. Une façon de s'organiser qui est différente de la nôtre. Ce que Raphaël disait est intéressant parce que c'est un accélérateur. L'Internet, non seulement elle nous permet la communication, etc., on a déjà dit, mais également la transparence. Les choses, qu'on le veuille ou pas, sont devenues non seulement beaucoup plus directes, dures, on est obligé d'analyser l'information, mais en même temps, c'est accompagné d'une transparence réelle. On ne peut plus faire la même chose en cachette comme avant. Et ça finira bien par avoir un impact dans la construction de la nouvelle éthique dans le monde. Beaucoup des choses qui ont été faites et mal faites, elles ont été faites parce qu'elles ont pu être faites en cachette. Et maintenant, c'est plus pareil. Et donc, tout ce côté positif de Internet qui permet de déplacer les centres du pouvoir. Les centres du pouvoir étaient politiques, celui des affaires, tous ces centres qui réglementaient le système
et diriger le système. Maintenant, il y a d'autres intervenants. Et tout ceci, c'est très rapide. C'est aujourd'hui, maintenant, et ça contribue à une modification radicale du système. Que de ceci ressorte une nouvelle éthique générale, une éthique nouvelle pour l'humanité, je ne sais pas si nous parviendrons à le faire. Mais je pense que jusqu'à maintenant, nous n'avons pas renoncé. C'est l'énergie, c'est notre volonté. Doncs moltes gràcies. Bien. Eh bien, merci beaucoup. Et avant de terminer, je voudrais reprendre les 3 idées clés. Tout d'abord, je remercie mes collègues de leur clarté et de leur concision. C'est particulièrement précieux étant donné que la journée est très longue et nous avons terminé en respectant notre horaire. Donc, 3 idées clés particulièrement utiles, je crois, pour établir ce lien entre inclusion et créativité, objectif en principe de cette première séance plénière d'aujourd'hui. Première idée, mettre à profit tout le potentiel numérique de tous les citoyens. Cela concerne tout le monde, les entreprises, les gouvernements, la société civile, parce que tout ceci donne accès à l'information, à la technique, et dans le meilleur des cas, cet accès devrait être gratuit. Et comme on l'a dit, il y a de plus en plus de sources d'informations, de connaissances, d'universités qui offrent leurs connaissances et qui le font de façon gratuite. Deuxièmement, autre chose qui est très important et qu'on a souligné et qu'il faut constater. Comment, depuis 200 ans, s'est produite en fait une démocratisation du savoir. C'était le grand rêve des Français du XVIIIe siècle, des philosophes français. Et comment est-ce que cette idée a pu faire en sorte que le peuple ait accès au savoir? On a parlé de l'encyclopédie écrite en français à l'époque du siècle des Lumières. C'était une nouveauté parce qu'avant, tout était écrit en latin. Et il ne fait aucun doute maintenant que la société numérique ouvre d'énormes possibilités, des possibilités extraordinaires d'augmentation de la société de la connaissance et de réduction des taux d'analphabétisme. Et nous parlons là de la population mondiale, n'est-ce pas? Et troisième et dernière idée qui m'a semblé intéressante à souligner, c'est la fonction de l'art. En tant que libératrice des talents personnels, de libération de la souffrance intérieure que souffrent les personnes et les groupes, et la mesure dans laquelle l'art peut être un instrument de mesure de la cohésion, de développement de toute la culture d'une ville ou d'un peuple. Donc, il faut souligner la valeur de l'art sous ses diverses formes ou manifestations, ces manifestations qui sont multiples, pour favoriser l'expression personnelle, mais aussi la souffrance qui doit être réduite des personnes qui vivent dans ces poches d'exclusion sociale. L'art finit par être un mécanisme soit de sélection ou de libération. Nous avons donc réfléchi à tout cela et je remercie les 3 intervenants, les personnes dans la salle et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup.